Une superstar mondiale du football en pleine campagne pour devenir président de la fédération de son pays. Il s'arrête comme ça, sur le bord de la route, pas dans un grand restaurant, non, devant un petit stand de rue, un braiseur. Et il commande des brochettes de viande grillée. C'est l'image parfaite, hein. L'humilité, la proximité avec le peuple. Sur le papier, c'est un coup de com' de génie. Sauf que ce simple achat de brochettes va déclencher une tempête, une véritable crise politique et médiatique. Et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue analyse. On a vraiment un cas d'école sous les yeux. On va se plonger aujourd'hui dans les détails d'un texte qui a documenté toute cette affaire, l'affaire Samuel Eto'o, pour comprendre. Comprendre comment une opération qui semblait, mais alors gagnée d'avance, a pu se transformer en fiasco total. Notre mission, si on peut dire, c'est vraiment de démonter la mécanique de cette crise. L'intention de départ, l'erreur fatale de contexte et surtout la manœuvre incroyable qui a été mise en place pour tenter de s'en sortir. D'accord, alors allons-y. Plongeons directement dans le vif du sujet. Tout commence donc par une vidéo. Une vidéo qui se veut très spontanée, très sur le vif. Décrivez-nous un peu cette scène. Alors la scène, elle est millimétrée, mais pour paraître totalement authentique. On voit Samuel Eto'o, habillé très simplement, jean, chemise, décontracté. Il s'approche d'un vendeur de soya, ces fameuses brochettes de bœuf très épicées qu'on trouve partout au Cameroun. Et il y a toute une interaction très humaine en apparence. Il goûte un morceau, il sourit, il demande au vendeur si les affaires marchent. Le genre de scène classique qui est censé le rendre tout de suite sympathique, accessible, le multimillionnaire qui mange la même chose que monsieur et madame tout le monde. C'est exactement ça. Il va même jusqu'à commander 10 brochettes pour bien montrer qu'il apprécie, que c'est pas juste pour la caméra, mais c'est juste après que la mise en scène bascule. On passe de la simple anecdote à un message politique très très clair. Pendant que ces brochettes sont en train de cuire, il se tourne face caméra. Grand sourire. Et c'est là qu'il lâche la phrase qui va tout faire exploser. Il dit Je suis au sud-ouest, hein, sans garde du corps. Le Cameroun est beau et merveilleux. À première vue, on se dit Bon, ça peut paraître anodin, mais en fait, chaque mot est pesé. Ah oui, chaque mot est une bombe à retardement. Il y a deux messages superposés. Le premier, c'est celui de l'humilité. On vient d'en parler, c'est le plus évident. Mais le second est bien plus profond et infiniment plus risqué. En se filmant dans cette région, la région du Sud-Ouest, et en insistant lourdement, vraiment lourdement sur le sans garde du corps, il ne vend pas que des brochettes, il vend une idée. L'idée que la paix est revenue. Voilà, que la situation est normalisée, que la vie a repris son cours. Et ce qu'il est crucial de rappeler, et c'est tout le problème, c'est que cette région du Sud-Ouest est depuis 2016 l'épicentre d'une crise anglophone extrêmement violente, une guerre civile qui ne dit pas son nom. Donc affirmer que la vie est belle là-bas, ce n'est pas juste un commentaire de touriste, quoi. Non, c'est un acte politique pur et dur. Il tente d'imposer un narratif, un récit de retour à la normale. En gros, le message subliminal, c'est regardez, si moi, Samuel Eto'o, l'icône internationale, je peux me balader ici tranquillement en mangeant des brochettes, alors arrêtez de nous dire que ça va mal. C'est une tentative, en fait, d'utiliser son statut de star pour invalider les récits de violence et de peur. Et c'est là que se niche l'erreur fondamentale. Et elle est monumentale, cette erreur. Sur le papier, on peut comprendre la logique, hein, un message positif, d'unité, porté par une figure aimée de tous. Mais le retour de flamme est immédiat et d'une violence inouïe. Le texte qu'on analyse qualifie sa sortie de pure manipulation et de cynisme abject. C'est fort. Pourquoi une réaction si épidermique? Parce que sa vidéo, son message, entre en collision frontale avec une réalité tragique et très très récente. Le détail qui change absolument tout et qu'il semble ignorer ou volontairement omettre, c'est que quelques semaines à peine avant son passage, cette même région a été le théâtre d'un drame absolu, le massacre de Kumba. Des enfants ont été abattus dans leur salle de classe. Ah oui, là, le contexte. Le contexte change absolument tout. On ne peut plus entendre «le Cameroun est beau et merveilleux» de la même manière, pas quand on a ces images en tête. C'est impossible. Pour les populations locales et en particulier pour les communautés anglophones qui sont les premières victimes du conflit, cette phrase n'est pas un message d'espoir. C'est une insulte. C'est perçu comme une négation de leur deuil, un effacement de leur souffrance. Le décalage est si grand, si énorme,
Que la vidéo n'est plus vue comme une simple maladresse, c'est une provocation délibérée. Et c'est là que les réseaux sociaux entrent en scène. Et il ne le rate pas. La sanction est immédiate. Un surnom, c'est souvent ça, hein, ce qui cristallise la colère publique. En quelques heures, ça se répand absolument partout. Ce surnom, il est génialement cruel, parce qu'il le dépouille de son statut d'icône mondiale, de légende du football, pour le réduire à son acte, jugé méprisable. Il n'est plus le grand Eto'o, il est juste Sam Soya, l'homme qui fait de la politique sur le dos des victimes avec des brochettes. La colère est immense. Et on imagine que ça dépasse le simple bad buzz en ligne, j'imagine. La crise prend une dimension très concrète, très réelle. Absolument. L'onde de choc se propage au-delà de Twitter ou Facebook. On apprend que des membres de sa propre équipe de campagne, des délégués, commencent à prendre leur distance, se sentent très mal à l'aise avec cette histoire. La controverse virtuelle a des conséquences politiques réelles. L'homme qui se voyait en rassembleur devient une figure qui divise. Et tout ça pour une histoire de 10 brochettes. Il est, comme le dit très bien notre source, en train de dégringoler dans l'estime du public. La situation est donc explosive. On a un candidat en chute libre dans les sondages d'opinion, une colère qui ne faiblit pas. Face à ça, que peut faire son équipe? Est-ce qu'on s'excuse? Est-ce qu'on se justifie? Quelle est la stratégie adoptée? La première réaction, apparemment, c'est celle d'Eto lui-même, qui semble minimiser l'affaire. Il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre l'ampleur du désastre. C'est un classique dans ce genre de crise, la phase de déni. Ils n'ont rien compris, c'est une mauvaise interprétation. Mais les réseaux sociaux, eux, ne lâchent rien. La pression est constante. Elle est telle que son équipe de campagne doit se rendre à l'évidence, il faut agir et vite. Il faut faire quelque chose. Mais agir comment? La logique voudrait, peut-être, des excuses publiques, un mea culpa, un déplacement pour rencontrer les familles des victimes. C'est ce que la logique de la communication de crise traditionnelle voudrait. Une approche directe, on reconnaît l'erreur, on montre de l'empathie, on tente de réparer le lien. Mais ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la voie qui est choisie. La stratégie est bien plus audacieuse et d'une certaine manière plus cynique. L'objectif n'est pas d'éteindre l'incendie, c'est de le faire oublier. La mission devient, je cite presque, détourner l'attention du public pour faire oublier cette histoire de soya. La fameuse stratégie de la diversion, créer un événement encore plus grand, plus bruyant, pour effacer le précédent. Mais pour effacer une polémique qui touche une star de l'envergure de Samuel Eto'o, il faut une force de frappe colossale. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils vont chercher une arme de distraction massive. L'idée émerge au sein de l'équipe de campagne. Si le problème a été causé par une célébrité, la solution doit venir d'une célébrité encore plus grande. Il faut trouver quelqu'un dont la simple apparition va capter toute la lumière. Quelqu'un qui va reléguer l'affaire Sam Soya au rang de petite anecdote. Et dans le monde du football, au-dessus de Samuel Eto'o, il n'y a pas grand monde. Le choix est donc assez limité. Il faut taper au sommet de la pyramide. Au sommet absolu. Et le choix se porte sur la seule personne, ou presque, capable de créer un tel séisme médiatique, Lionel Messi. C'est fascinant comme tactique quand on y pense. On ne répond pas à une critique locale avec des arguments locaux, avec de l'empathie. Non, on répond à une crise nationale avec une icône mondiale. On utilise le pouvoir de la célébrité globale pour écraser un problème politique très spécifique, très localisé. C'est un pari énorme. D'accord, donc ils ont l'idée. L'arme nucléaire de la com. Mais une vidéo seule ne suffit pas à éteindre un incendie pareil. Il y a un risque que ça fasse shit. Comment ils s'assurent que ça ait l'impact qu'ils veulent? Quelle est la mécanique de diffusion derrière? L'exécution est chirurgicale. C'est une opération militaire. D'abord, Eto'o contacte personnellement Messi. Et par loyauté, par amitié pour son grand frère et ancien coéquipier, celui-ci accepte. Il enregistre une courte vidéo de soutien, très simple, très chaleureuse. Je soutiens mon ami. Mais cette vidéo, elle n'est pas juste jetée en pâture sur Internet au hasard. Elle est préparée, packagée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, premièrement, elle est immédiatement sous-titrée en français et en anglais, les deux langues officielles du Cameroun. L'objectif est clair, s'assurer que personne ne manque le message et surtout que les deux communautés linguistiques, y compris celle qui est au cœur de la crise, soient touchées. Et ensuite, et c'est le plus important, elle n'est pas publiée sur un seul compte. Elle est envoyée à toute une armée. Toute une armée de ce que le texte appelle des relayeurs et autres influenceurs, à la solde du candidat.
Une machine de guerre médiatique qui se met en marche. L'objectif, c'est de créer un raz-de-marée, de saturer l'espace médiatique avec ce nouveau contenu pour que l'ancien soit noyé. C'est exactement ça. C'est une inondation contrôlée. En quelques heures, les timelines des réseaux sociaux camerounais sont envahis par une seule et même chose. Le visage de Lionel Messi soutenant Samuel Eto'o. La conversation est forcée, manu militari, de changer de sujet. On ne parle plus de soya, on parle de Messi. Attendez, mais est-ce que ça veut dire que ça a vraiment marché? C'est aussi simple que ça? Les gens ont juste oublié? La colère immense, le sentiment d'injustice qu'on décrivait juste avant, tout ça s'est évaporé d'un coup face à une vidéo de Messi. Le résultat, si on en croit l'analyse qui en est faite, est sans appel. La stratégie a parfaitement et même spectaculairement fonctionné. La vidéo de Messi devient le sujet de conversation numéro un, écrasant absolument tout le reste. La fierté nationale de voir une telle légende s'adresser au pays, parler d'un des leurs comme de son grand frère, prend le pas sur la controverse. L'opération a réussi à détourner les regards sur l'affaire du soya. La conclusion de notre source est lapidaire. Il l'a échappé belle. C'est ahurissant. C'est presque déprimant, en fait. On passe d'un débat sur une crise humanitaire, sur le cynisme politique, à «Waouh, vous avez vu, Messi a dit que Eto'o est son grand frère». La hiérarchie de l'information est complètement pulvérisée. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, je pense. La manœuvre a été d'une efficacité redoutable et un peu glaçante quand on y pense. Le problème de fond, la colère des populations du Sud-Ouest, la perception d'un déni de leur souffrance, tout ça n'a pas été adressé, rien n'a été résolu. Mais du point de vue de la pure gestion de crise et de l'économie de l'attention, c'est une victoire totale. La crise Samsoya a été effacée, balayée par la vague Messi. Ok, si on récapitule. On a donc un geste de communication, a priori positif, qui tourne au désastre. Pourquoi? Parce qu'il ignore totalement, mais alors totalement, le contexte dans lequel il s'inscrit. C'est une leçon de base en communication, non. Le message n'existe pas dans le vide. Il est toujours interprété à travers la réalité de ceux qui le reçoivent. C'est un décalage mortel. L'audience, une partie de l'audience en tout cas, vivait un drame, et le message qu'on lui envoie est celui d'une normalité presque insolente. La collision était inévitable. La vidéo était pensée pour un public national, voire international, mais elle a été reçue par un public local, meurtri, qui a entendu un tout autre message. Et la résolution est peut-être encore plus parlante. Pas d'excuses, pas de dialogue, pas d'empathie, juste une diversion. Plus grosse, plus brillante, plus spectaculaire. Une fuite en avant qui, en plus, a fonctionné. Ce qui nous amène à une réflexion plus large, qui va bien au-delà de ce simple incident. Cette histoire, elle pose une question assez vertigineuse sur notre économie de l'attention. Le fait qu'un message de soutien, même venant de la plus grande star du monde, puisse apparemment effacer une controverse aussi profonde. Une controverse liée à une crise humanitaire, à des morts, c'est extrêmement révélateur. Révélateur de quoi, selon vous? De la superficialité de l'opinion publique? Peut-être pas de la superficialité, mais de la manière dont notre attention est devenue une ressource limitée et très très disputée. Ça nous interroge sur ce qui, aujourd'hui, parvient réellement à capter notre attention collective et, plus important encore, à la retenir. Cette affaire montre avec une clarté presque clinique la facilité avec laquelle les narratifs peuvent être manipulés. Pas en argumentant, pas en débattant, mais simplement en changeant de sujet, de manière spectaculaire. Et ça laisse une question en suspens pour la suite, une question assez fondamentale. Dans ce grand jeu de perception et d'influence, qu'est-ce qui pèse le plus lourd au final? Est-ce que c'est la réalité vécue sur le terrain par les gens ordinaires, avec leurs souffrances et leurs espoirs, ou est-ce que c'est la perception globale, façonnée par les icônes, les influenceurs et les algorithmes? Cet épisode semble nous donner un début de réponse, et elle n'est pas forcément très rassurante.